Et tous les mois jusqu'à ce soir et qui, le 28 février, redeviendra toutes les semaines Mediapart Live, en direct de Mediapart, une université populaire pour débattre de tout ce qui agite la société, de toutes ces expériences, de toutes ces demandes, de toutes ces discussions. Alors ce soir, nous allons parler de ce qui concerne toutes les générations. L'école, l'éducation, ce qui était, disait Michelet, la première part de la politique, la deuxième part de la politique, la troisième part de la politique, car c'est vraiment là où se joue le bien commun. Alors nous aurions voulu en débattre avec celui qui mène le chamboule-tout en même temps que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Et comme tous les ministres de ce gouvernement, il n'est pas pressé de venir à Mediapart. Nous avons eu le Premier ministre, nous avons eu le candidat Macron, mais les ministres, ils se défilent. Ils n'ont pas trop envie, disent-ils, d'être bousculés. Ils ont tort. C'est en étant bousculés, discutés, en répondant aux arguments critiques, eh bien, que l'on défend au mieux sa politique. Eh bien, j'espère qu'ils nous entendront et qu'ils changeront d'avis. Donc, faute de Jean-Michel Blanquer, nous allons débattre de l'éducation. En l'occurrence, est-ce que M. Blanquer casse-t-il l'école et l'université ou au contraire, est-ce qu'il la réforme pour son bien? En deux temps. Un deuxième temps tout à l'heure, dans une heure, autour de l'université, avec au moment même où les lycéens doivent s'inscrire sur Parcoursup, c'est en ligne, depuis le 21 janvier jusqu'au 13 mars, où ils doivent, on va en parler, dire ce qu'ils veulent faire à l'université selon des nouvelles méthodes d'approche de tout cela. Donc la question de la sélection ou non à l'entrée de l'université, ça a déjà provoqué des manifestations avec pas grand monde, il faut le dire, parlant d'un système d'éducation à plusieurs vitesses. Et là, premier temps, avant l'université, eh bien, le baccalauréat, dont la grande réforme a été annoncée, grande réforme qui annonce une réorganisation du lycée, car cette réforme du baccalauréat est prévue pour le baccalauréat de 2021, donc elle va s'appliquer pour les élèves qui actuellement sont en troisième, et elle va donc avoir une incidence sur l'organisation du cursus au lycée pendant ces 3 années, seconde, première, terminale, sur les séries qui sont suivies, sur les modalités des épreuves, sur le travail des enseignants. Nous allons en parler avec la spécialiste de tout cela, ce n'est pas moi, c'est Faiza Zerwala, ma consoeur de Mediapart, qui suit toutes ces questions de l'éducation. Et nous allons en parler avec 4 femmes, parce que nous veillons actuellement à Mediapart de plus en plus à essayer que les hommes n'imposent plus leur domination dans la parole, l'expression, etc. Alors je vais présenter nos invités. Sylvie Plane, vous êtes professeur émérite, on dit linguiste pour dire plus simplement, mais le titre professeur émérite de sciences du langage à l'université de la Sorbonne, à Sorbonne Université, et vous étiez jusqu'à il y a peu vice-présidente du Conseil supérieur des programmes dont vous venez de démissionner. En face de vous, Valérie Philippot. Non, pardon, excusez-moi. Voilà, j'étais sûr qu'on m'avait fait un petit crochet, un petit schéma, et je me trompe. En face de vous, pardon, Christine Jarige, vous êtes psychologue de l'Éducation nationale et vous êtes aussi celle qui ici représente la parole du syndicat majoritaire dans les lycées, le second degré auprès des enseignants, le SNES-FSU. Et de votre côté, en face de vous, j'espère ne pas continuer à me tromper, Valérie Philippot, vous êtes professeur d'histoire-géographie en terminale à Cergy-Pontoise, ou Cergy tout court. Voilà. Cergy, voilà. Et quatrième invité à débattre, Leïla Frouillou. Vous allez avoir le regard de la sociologue. On a de la linguiste, on a des praticiennes qui sont dans les établissements. Et vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris-Nanterre. Et avec vous, on va parler de la question, évidemment, des inégalités. Est-ce que, au nom de l'école gratuite, obligatoire pour tous, est-ce que, en même temps, ces réformes vont augmenter ou non les inégalités? Alors d'abord, en commençant par vous, Sylvie Plane, une question toute simple. Vous avez donc démissionné.
quelques mois après le président lui-même, Michel Lusseau, de cette instance créée en 2013. Elle était récente, voulue comme une instance indépendante avec des personnalités de la société civile, pourrait-on dire, choisies selon leur expérience, et en même temps des parlementaires, et donc un peu une instance un peu nouvelle, et qui était prévue comme étant une instance indépendante. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Conseil supérieur des programmes ? Quelle était son utilité ? Pourquoi en démissionner ? Et du coup, pourquoi en démissionner dans ce contexte où il y a des grandes réformes qui s'annoncent ? Alors, le Conseil supérieur des programmes a pour objet de penser, on va dire, l'organisation de la scolarité du point de vue de ses contenus. Il commandite d'une certaine façon les programmes, c'est-à-dire qu'il passe des commandes à des groupes d'experts qui comportent des enseignants, des spécialistes disciplinaires, des inspecteurs, par rapport à une politique générale et une conception de l'école en définissant ce que les élèves doivent prendre leur scolarité. Le travail qui a été fait est un travail très important, puisque 9 années de scolarité ont été définies de façon cohérente. Et je pensais que nous allions pouvoir continuer à travailler, c'est-à-dire à proposer une vision globale de l'école dans la partie qui ne concerne plus la scolarité obligatoire, mais qui concerne quand même la majorité des élèves. Ça fait partie de notre mission. Alors, il se trouve que le Conseil supérieur des programmes a été court-circuité par différentes instances qui ont été créées très récemment, des instances ad hoc, et qui ont en charge finalement une réflexion sur des éléments qui appartenaient à la mission du CSP. Donc dans ces conditions, c'était assez difficile de continuer. Et par ailleurs, à titre personnel, il se trouve que j'ai souhaité garder ma liberté de parole, ce qui m'a été reproché. Mais justement, la question de la pédagogie est importante dans cette refonte des programmes. Vous n'aviez pas envie justement de peser sur cette nouvelle architecture ? Si, tout à fait. D'ailleurs, en fait, nous avions commencé au Conseil supérieur des programmes à réfléchir sur cette question. C'est-à-dire que la question du lycée est extrêmement importante. Il a fallu définir ce qu'est la culture commune qu'on attend d'élèves, enfin de lycéens, donc entre 15 et 18 ans. Et ce n'est pas simplement un ajustement entre des disciplines, c'est véritablement ce que la nation entend que les élèves, que les lycéens sachent au sortir du lycée. Et vous n'aviez pas les moyens, à votre sens, de le faire dans de bonnes conditions ? Eh bien, surtout, ça ne nous a pas été demandé. C'est plutôt ça le problème. C'est ça qu'il faut nous expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, il y a une divergence politique de fond. Et la nouvelle administration, le nouveau pouvoir, le nouveau ministre a des désaccords avec ce que représente ce Conseil. Est-ce qu'il vous trouve élitiste ? Est-ce qu'il vous trouve loin des réalités ? Pourquoi ce contournement ? Puisqu'on parle de cette réforme des lycées, vous avez été simplement auditionné par celui qui a fait le rapport, Pierre Mathiot, qui est ancien directeur de Sciences Po Lille. Donc en fait, voilà, on sent bien qu'ils ont envie que vous laissiez tomber. C'est ce qu'a fait comprendre d'ailleurs la nouvelle présidente nommée, une philosophe qui a fait comprendre que votre départ était bienvenu. Alors c'est quoi le nœud du désaccord ? C'est précisément, je dirais, le détournement de cette mission. Mais pourquoi ? Je crois que parce que le ministre n'avait sans doute pas confiance dans le CSP. Il y a un désaccord qu'il avait vis-à-vis de la production antérieure du CSP, du Conseil supérieur des programmes, donc vis-à-vis des programmes. Ce sont des programmes qui envisagent d'assez grands empans de temps. C'est-à-dire que la scolarité est divisée en cycles et chaque cycle a son programme. Et il préfère, lui, vraiment une organisation annuelle. Et donc, il avait
un désaccord avec ce que nous avions produit, qui est quand même conforme non seulement à la loi de 2013, mais également à la loi de 1989 sur les cycles. C'est la première fois que cette loi était véritablement appliquée dans les programmes. Or, il a un désaccord qui peut se comprendre sur cela. Donc, il avait beaucoup de méfiance vis-à-vis de notre instance. Par ailleurs, il a aussi des idées sur l'éducation qui lui appartiennent. C'est tout à fait. Comment vous caractériseriez ? Vous avez une totale liberté de parole, donc dites-nous. Je pense que c'est quelqu'un qui croit très fermement à et c'est une conviction profonde, à la nécessité, disons, d'augmenter les performances individuelles des élèves. Dans ce cadre-là, enfin, il souhaite organiser la scolarité à partir d'un certain nombre de dispositifs très cadrés, de méthodes d'enseignement très cadrées, qui lui paraissent apporter effectivement de bonnes performances. Et ces conceptions sont les siennes, et c'est vrai que ça ne correspond pas à une vision de liberté pédagogique qui a quand même été au cœur de la refondation, notamment par exemple dans les mesures qui s'annoncent, l'idée qu'on va guider les éditeurs scolaires pour leur expliquer comment ils doivent interpréter les programmes. C'est quelque chose qui ne s'était jamais fait jusqu'alors. Parce qu'on doit préciser qu'aujourd'hui, les éditeurs sont totalement, de manuels scolaires, sont indépendants du ministère. Tout à fait, ils sont totalement responsables, ils respectent les lois sur la publication de la presse, toutes les lois qui concernent effectivement la presse de façon générale, c'est-à-dire qu'ils sont censurés, enfin ils seraient censurés s'ils commettaient des actes. Il y a un pluralisme du manuel scolaire. Tout à fait. Et le choix de l'enseignant aussi, qui peut utiliser le manuel de son choix. Et là-dessus aussi, il y a la conviction extrêmement forte du ministre que des manuels déterminent complètement la pédagogie, que si on a le bon manuel, on va nécessairement réussir. Alors, ils se fondent là-dessus sur certaines études, mais des études beaucoup plus amples ne valide absolument pas ces conclusions-là. Bon, il a le droit d'avoir ses convictions, il a les siennes. Avant de voir les réactions, je dirais, des praticiennes qui sont dans les établissements, cette réforme du bac qui est annoncée et qui a une conséquence sur le lycée, avec la disparition des filières L, ES et S, des matières optionnelles dès la seconde. La création d'un lycée un peu à la carte. À la carte, voilà. Avec des couples de majeurs et de mineurs. Donc ça va vraiment réorganiser le lycée tel qu'on le connaît. Donc vous, Valérie Philippot, vous êtes sur le terrain. Est-ce que pour vous, une réforme du bac, parce que le ministre lui-même l'a écrit avant même d'être nommé, voilà, et Emmanuel Macron aussi avait fustigé un examen trop lourd, trop coûteux, qui n'a plus vraiment de sens. Est-ce que pour vous, déjà, une réforme du bac telle qu'elle est amenée se justifie au regard de ce qu'il est ? Et par ailleurs, comment vous qualifieriez ce qui s'annonce ? Ça va être officialisé le 14 février par le ministre qui est actuellement en concertation. C'est une concertation de moins de 3 semaines, donc assez courte, à la suite du rapport Mathiot qui lui a été remis. Donc voilà, vous, quel est un peu votre regard sur tout cela ? Le mien ou celui de la salle des profs, on va dire. Non, mais le vôtre, et puis on va demander à tout le monde de réagir, parce que c'est ça l'actualité. Comme vient de dire Faiza, ça va aller très vite, et on a envie de savoir votre point de vue. Je pense que tous les enseignants, de lycée, sans doute aussi de collège, mais enfin en tout cas pour le lycée, veulent une réforme, parce qu'on ne fonctionne pas très bien. Donc, ce que fait le ministre répond à une demande. Non. Enfin, non. Le ministre fait sa réforme. C'est pas forcément celle qui, à mon avis, est la meilleure, mais non, je pense que le lycée fonctionne pas bien et on est tous en attente d'une réforme.
Je ne suis pas sûre qu'il fallait commencer nécessairement par la réforme du bac, couplée à la réforme de l'orientation, couplée vraisemblablement à des réformes dans le supérieur, et éventuellement aussi à des réformes du bac pro. Enfin là, il y a tout en même temps, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Après, donc les réformes telles qu'on les imagine, parce que pour l'instant, en fait, on est dans le flou. On conjecture, on s'échange des papiers, on lit tard le soir après les copies, la préparation des cours pour essayer d'y comprendre quelque chose. Ça ne me semble pas du tout aller dans le bon sens. Mais là, même au sein des salles des profs, on n'est pas tous d'accord. Enfin, en tout cas, sur la loi OR et Parcoursup, on n'est pas tous d'accord. Sur ce qui a l'air de s'annoncer pour le lycée, là, on est un peu plus dans le consensus pour penser que ça ne va pas aller du tout, quoi. Pour ça va être trop compliqué ? Non, enfin, le fait que ça soit compliqué, à la limite, c'est presque pas notre problème, c'est le problème des chefs d'établissement. Donc voilà, à eux d'essayer de nous faire des emplois du temps. Non, parce que dans les façons d'enseigner, la pédagogie, le rapport aux élèves, les rapports entre les disciplines qui vont essayer de, puisque donc on va pouvoir, les élèves censément vont pouvoir choisir des majeurs et des mineurs en première, en terminale, et éventuellement changer. Bon, ça reste à savoir si ça sera possible. Enfin, et donc, du coup, on se dit que peut-être on va être amené à se faire la guerre entre les disciplines pour les attirer chez nous, les élèves, et sciences humaines, les lettres, ou sciences sociales. Voilà, on a un peu peur. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, 16, dans les couples qui sont annoncés, là, je crois qu'ils sont 16, il y en a déjà les 2 tiers qui sont plutôt scientifiques, enfin même très scientifiques, et nous on est un peu portion congrue, donc voilà. Et puis après, on sait bien qu'en général, les élèves, à moins d'une grande révolution des mentalités et de la société française, a priori, ils vont choisir des matières scientifiques parce qu'ils sont déjà en train de prévoir ce qui va leur arriver pour après le bac. Donc, mais c'est pas le seul problème, et c'est peut-être même pas le plus important. Franchement, le plus important, à mon sens, je ne sais pas si je représente une opinion majoritaire, mais c'est la manière dont les cours vont être organisés, ce système de tronc commun où on est 6 matières pour 15 heures, donc autant dire presque rien, où on va devoir en plus donc évaluer les élèves, et toutes les notes qu'on va mettre vont compter 40%. Voilà, une grande part de contrôle continu qui sera introduite pour le bac. Avec donc, un grand oral qui fera 15% de la note dont on finale. Ne sait pas comment on va et vous devrez préparer vos élèves. 4 épreuves. 4 épreuves finales. Oui, non, 4. Oui. Il y a les deux majeurs, effectivement, à l'écrit. Oui, en fait, il y aura 5 épreuves si on compte les épreuves anticipées de et le français, qui, par contre, est maintenu, et la philo, c'est ça. Ouais. Pour continuer le tour, vous qui êtes psychologue, Christine Jarry, est-ce que, quand même, on sent bien dans la... En plus, il faut rappeler que Pierre Mathiot était déjà présent dans le paysage politique précédent, puisque sous Najat Vallaud-Belkacem était délégué au parcours d'excellence, si je ne me trompe. Donc voilà, il y a aussi ce nouveau, derrière cette réforme, il y a aussi le nouveau paysage politique du chamboule-tout qui a créé cette nouvelle présidence. Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose derrière toutes les difficultés que vient de dire Mme Philippot? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté, la souplesse, le côté à la carte qui peut être séduisant pour certains élèves, pour certaines familles, par rapport à une demande sociale? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une habileté quand même profonde de cette réforme? Exactement. Et là, je dirais, en tant que psychologue, je suis... à la première place pour analyser ça. Alors, vous parlez de cette réforme, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une réforme globale, systémique. C'est la loi orientation réussite des étudiants, c'est la réforme du bac, c'est la réforme du lycée. Derrière, il y a la réforme à venir. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais de la voie professionnelle. Ce sera annoncé autour du 15 février. Donc, on est toujours dans un calendrier assez contraint. Donc, voilà, c'est très global. Et ça reprend tous les aspects, on va dire, du lycée
et du SUP. Et bien voir aussi que cette réforme du bac puis du lycée, elle est pilotée par la question de l'entrée dans le supérieur. De l'entrée dans le supérieur, c'est-à-dire que le supérieur va choisir les profils d'élèves qui va convenir au mieux dans un contexte de concurrence exacerbée. Voilà. Donc je pense que c'est important déjà de dire ça. Voilà, alors effectivement, le discours qui est celui des deux ministres, de l'enseignement sup et de l'éducation, c'est effectivement un discours très lisse, très soucieux des élèves et de la personnalisation des parcours, de l'individualisation, avec effectivement, là on a mis le paquet sur la question de l'orientation en terminale, en créant au Desbeautés en décembre un deuxième poste de professeur principal en terminale, pour bien accompagner les élèves. Mais là on est sur un aspect, on va dire, un accompagnement assez technique, à l'outil Parcoursup, aux fiches à venir, mais la question même de l'élaboration des projets des élèves, elle est passée un peu à la trappe, parce que la conception qui préside à l'orientation, et ça depuis la consultation sur le SUP qui s'est tenue en septembre-octobre, à laquelle j'ai participé dans le groupe de travail justement information, orientation au lycée, on est parti sur le fait que l'orientation, c'est l'information et la bonne information. Alors que on sait, et c'est pour ça aussi qu'on est passé du statut de conseiller d'orientation psychologue à psychologue de l'éducation nationale, qui fait vraiment le lien entre les questions d'éducation, de développement, puisque là on est sur le développement psychologique, social d'adolescents, parce que c'est ça qui est aussi central dans les problématiques actuelles, et orientation, parce que la question de l'orientation, elle est intrinsèquement liée aux questions de développement d'adolescents. Et on a beau leur donner beaucoup d'informations, il faut la travailler, il faut s'assurer que les élèves se l'approprient, mais ça ne suffit pas, loin s'en faut, pour travailler un vrai projet. Justement, Leïla Frouillou, vous avez travaillé sur les ségrégations scolaires. Est-ce que cette réforme telle qu'elle s'annonce, elle est susceptible d'aggraver ces inégalités scolaires, sachant qu'on a le sentiment que les élèves les mieux au fait des stratégies pour choisir les bons couples majeurs, mineurs, seront les mieux armés pour la suite, et les autres qui naviguent un petit peu à vue vont être forcément défavorisés. Est-ce que c'est l'un des risques de cette réforme ? Oui, je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que c'est un risque majeur de cette réforme et qu'on peut s'attendre à un accroissement des inégalités, et pour plusieurs raisons qui sont en fait complémentaires, enfin qui fonctionnent ensemble. La première raison, c'est qu'en effet, plus on met de la modularité, plus on met des stratégies possibles, et plus ça fonctionne en faveur des personnes qui ont l'information justement, le capital scolaire et le capital social, donc qui connaissent des gens qui peuvent leur donner cette information, les conseiller, etc. Donc c'était le principe de la réforme du collège unique, par exemple, donc d'avancer le tronc commun le plus loin possible pour limiter les inégalités. On sait en sociologie d'éducation que plus on a de possibilités qui sont offertes dans le système, et plus on a une forme de massification qu'on va appeler ségrégative, avec des différences entre les filières qui vont recouper des différences sociales, et transformer les différences sociales en différences scolaires, ce que fait très bien l'école française, malheureusement. Alors, en plus de ça, ce qui est déjà un élément un peu national, en fait, la modularité des parcours, les choix stratégiques, etc., il y a aussi le fait que l'introduction du contrôle continu, donc, le changement de l'examen terminal national qui était le baccalauréat, qui était le premier grade universitaire, va donner plus d'importance au lycée, donc à l'établissement. Donc, ce qui est intéressant en termes de ségrégation scolaire, puisque cet établissement joue un rôle, disons, vraiment plus important dans ces parcours-là. Et il était déjà très important, puisque pour l'orientation, par exemple, on n'avait pas forcément accès aux mêmes options, mais aussi à la même information sur le supérieur en fonction des établissements dans lesquels on était. Eh bien, cette réforme-là risque d'aggraver en fait ces différences. Parce que là, on peut imaginer, en effet, que il y aura une place plus grande laissée à l'arbitraire, vu que les enseignants ont un rôle plus grand avec le contrôle continu. Et par ailleurs, en caricaturant un peu, un bac obtenu à Henri IV et un bac obtenu à Rosny-sous-Bois
exemple choisi. Dans Paris, dans le 5e arrondissement, pour ceux qui ne sont pas parisiens. Tout à fait, pardon pour cet excès de parisianisme. Donc Henri IV a un lycée d'élite à Paris et un lycée en Seine-Saint-Denis plus défavorisé. On peut imaginer que le caractère national va être un petit peu attaqué. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que donc là, je rejoins ce qui a été dit sur le caractère systémique de ces réformes de l'éducation. Moi, je suis plutôt spécialiste du supérieur, d'admission post-bac, Parcoursup, feu admission post-bac. Et donc, mais je vois très bien la continuité entre ce qui se passe pour les niveaux secondaires et les niveaux supérieurs. C'est-à-dire que cette modularité, c'est aussi ce qui va se passer en licence. Et le fait de prendre en compte le parcours scolaire pour analyser les dossiers à l'entrée dans le supérieur, ça va aussi jouer un rôle dans la différenciation entre les lycées. C'est-à-dire que non seulement on va vous donner de l'importance à votre parcours au lycée, donc à ce que vous allez faire en première et en terminale avant les épreuves donc, du bac en tant que tel, donc l'épreuve de philo, le grand oral, etc. Mais en plus, toutes ces informations-là sont directement remontées dans Parcoursup et utilisées pour sélectionner les gens à l'entrée dans le supérieur. Ce qui pose quand même pas mal de problèmes. Alors ça pose des problèmes donc, de ce qu'on peut appeler des circuits de scolarisation, c'est-à-dire de différenciation entre établissements, de liens privilégiés entre certains établissements. Vous avez plus de chances d'entrer dans telle université si vous étiez dans tel bon grand lycée ou pas, etc. Donc ce type de problème-là. Il y a aussi le fait qu'on sait en sociologie de l'éducation que quand on n'a pas un examen national qui constitue une sorte de lièvre pédagogique, on assiste à une forme de nivellement des curricula, c'est-à-dire à des adaptations locales qui sont déjà en cours, enfin que les enseignants connaissent bien. Je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler. Mais en tout cas, le fait d'avoir un examen national, ça permet, et des programmes aussi qui cadrent cet examen-là, ça permet quand même d'avoir un cadrage national. Si je vous écoute, voilà. Je me souviens, on avait dit au début de cette nouvelle majorité, en faisant le tour des députés, on avait dit au fond, c'est la France des gens qui vont bien, quoi, hein, ouais. La France qui va bien, qui s'en sort. Donc si je vous écoute, est-ce que, Sylvie Plane, est-ce que vous partagez ce point de vue, vous qui étiez dans la machine là, c'est au fond une réforme faite pour les familles qui s'en sortent et pas faite pour les familles qui ont des difficultés. C'est-à-dire il va y avoir effectivement beaucoup de stratégies qui vont devoir être mises en place et les élèves vont se trouver confrontés dès le lycée à quelque chose qui ressemble en fait à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire des programmes, une organisation semestrielle. Ils vont avoir 2 emplois du temps dans l'année. Ce qui n'est pas rien pour des élèves qui sortent de collège. Est-ce que l'année serait découpée en semestre Alors ça peut se comprendre, disons, d'une certaine façon, mais pour les élèves, disons que le groupe classe tel qu'il existe et une certaine stabilité dans l'année, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Là, ils vont se trouver aussi face à des combinaisons extraordinaires. En classe de seconde, c'est très compliqué. Ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la question des stratégies. 9 combinaisons sont proposées aux élèves pour ce qu'on appelle les majeurs, qui se combinent avec 11 possibilités de mineurs. Donc ça fait... Ils sont déjà perdus là. Donc, alors, il y a des combinaisons qui seront impossibles. Les 9 combinaisons de majeurs, elles sont déjà définies. Mais les combinaisons de mineurs, il y a certaines d'entre elles, on sait qu'elles n'auront pas lieu. Mais il y aura des stratégies de renforcement ou de diversification. C'est même indiqué d'ailleurs dans le rapport. Faut-il choisir renforcer ou diversifier ? C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir actuellement encore, qu'on pourra prévoir dans quelques années. Mais là, nos élèves, c'est dans 7 mois qu'ils vont devoir faire leur choix. Et ils sont donc face à un nouveau paysage et dont ils ne connaissent pas finalement le plan ni les règles. Alors se rajoute une 3e possibilité d'option. Et dans le cycle terminal, c'est-à-dire en première et en terminale, cette fois il y a une partition en fait qui est effectuée avec le bloc des scientifiques. Dont il est dit d'ailleurs qu'il convient de les mettre dans la même classe. 2 catégories de classes. D'un côté des classes pour ceux qui suivent des majeurs scientifiques, d'un autre côté des classes pour ceux qui ont choisi des matières non scientifiques. Donc le critère, c'est bien cela. Alors ça se comprend d'une certaine façon parce que c'est vrai qu'il existe encore actuellement des stratégies qui permettent à des élèves, disons, non scientifiques de faire un cursus apparemment scientifique en multipliant les options. Et là, c'est important, je crois, de casser cela, c'est-à-dire qu'il doit... si on choisit
les filières, puisqu'en réalité, c'est des filières qui sont en train de se reconstituer. Si on choisit des filières, autant qu'elles rassemblent des élèves qui sont destinés à ces filières. Mais dans les questions que nous étions posées au Conseil supérieur des programmes, dans la définition disons, de la culture commune que devaient avoir les élèves, nous voyons qu'il y a des éléments qui ne vont plus faire partie du patrimoine commun. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète, qui m'inquiète en tout cas. On va avoir effectivement une petite université qui se met en place dès le lycée, c'est-à-dire avec des élèves qui ont 15, 16, 17 ou 18 ans. Et là-dessus, c'est vrai qu'il faudra avoir des stratégies, des aides, des modes d'emploi pour pouvoir travailler bien. Parce que par ailleurs, dans la procédure à laquelle les élèves sont en train de s'atteler, donc Parcoursup qui remplace APB, on demande aux jeunes donc de 17 ou 18 ans de joindre un CV. Un curriculum vitae sur leur expérience. Sur leur expérience. Donc, de fait, on peut imaginer que s'il faut valoriser les activités extrascolaires, ça c'est très... Enfin, il y a une vraie séparation. Du piano, du violoncelle, est-ce que j'ai été faire des cours de l'anglais la danse classique, des séjours linguistiques, exactement. Il y a une vraie fracture sociale et on leur demande aussi de rédiger 10 lettres de motivation personnalisées. Donc ça, encore une fois, pour des jeunes gens de 17 ou 18 ans, est-ce que ce n'est pas un petit peu ambitieux? Oui. Allez-y. Alors, complètement. Parce que là, dans ce sur quoi on va les juger dans le supérieur, il y aura effectivement des compétences, des activités du domaine extrascolaire. Et on sait très bien que selon le milieu familial, selon le milieu social, eh bien, les activités extrascolaires peuvent être très différenciées. Par ailleurs, je voudrais revenir sur Parcoursup, parce que maintenant qu'on l'a en main. Oui, c'est en ligne. Parcoursup, voilà, vous trouvez. En revanche, il faut un code pour faire des vœux. Et quand on fait des vœux, qu'est-ce qu'on voit? Des informations dites objectives. Qu'est-ce que c'est? Les attendus. Les attendus, donc, on en a déjà parlé pas mal. On en a beaucoup parlé, donc les attendus, c'est la somme de compétences qui sont requises pour pouvoir s'inscrire dans telle ou telle filière. Voilà. Donc c'est écrit noir sur blanc que quand on fait de la psychologie, il faut être empathique. Et par ailleurs, on ne sait pas trop comment on peut mesurer ce genre de données. Complètement. Voilà. Donc il y a un certain nombre. Empathique. Tout à fait. Oui, ça s'apprend, il faut s'entraîner. Donc, voilà. Dans son projet motivé. Voilà. Donc des attendus qui peuvent être peu compréhensibles pour des élèves lambda. Je ne parle pas de ceux qui ont une famille qui va être là pour décoder, qui peuvent être difficiles à s'approprier. Il y a alors là un chiffre terrible qui est le nombre de places proposées pour le nombre de candidatures de l'année dernière. Alors un seul exemple, mais qui va être éclairant. J'ai pris la première université par Île-de-France qui propose le droit. C'est 640 places offertes à Paris en droit. L'année dernière, en 2017, c'était 20 578 candidats. Donc ce chiffre, on le trouve sur Parcoursup. On le trouve de façon brute. Il faut savoir que l'année dernière, tous les élèves d'Île-de-France qui souhaitaient faire du droit devaient inscrire les 13 sites d'enseignement du droit. Donc, il y avait 13 fois des candidatures dans toutes les facs de droit. Donc, donné comme ça, plus de 20 000 candidats pour 600 places. J'y vais pas, c'est pas possible, c'est déjà trop encombré. Autocensure. Après, que le droit, il faut juste préciser que la filière de droit fait partie des filières dites en tension. Donc il y a 4 filières qui sont particulièrement prisées, donc STAPS qui prépare au métier de prof de sport entre autres. Ah ben pas que. Médecine et psychologie. Psycho et droit. Mais il y en a d'autres. Après, c'est les ISO les plus emblématiques. Voilà. Après, il y a les taux de réussite secs, on va dire. Donc là aussi, bon, un élève qui est moyen, qui a envie, mais voilà, mais ça peut refroidir. Encore une chose pour le droit, les fameux questionnaires d'auto-évaluation.
Alors, bon, on arrive facilement à le trouver en ligne pour s'entraîner. Ils sont quand même d'un niveau... c'est pas un élève lambda de terminale qui peut répondre à toutes les questions. Qui n'a jamais fait de droit, par ailleurs. Alors, il est en auto-évaluation. Néanmoins, ce sont des questions quand même assez complexes. Exemple, vous en avez ? Alors, il y a des questions de vocabulaire, de grammaire, des questions de droit, voilà, qui sont quand même... il me semble que c'était sur les questions de PMA. Enfin, voilà, il faut quand même avoir une certaine... culture et puis curiosité qui n'est pas le fait. Derrière toutes ces subtilités, voilà. C'est dissuader des gens d'aller à l'université. Parlons voilà. Franchement. Pareil, l'élève lambda, il va faire son questionnaire d'auto-évaluation et il ne va pas avoir beaucoup de bonnes réponses. Alors que c'est des réponses, je répète, des questions, je répète, qui sont quand même, c'est pas rien. Voilà. Donc là, on est vraiment dans on dit l'intimidation et la dissuasion. On va demander à Valérie Philippot qui observe ces jeunes gens dans sa classe. Est-ce que c'est... Allez-y, vous vouliez terminer. Oui, et dernière chose, si on n'est pas de la bonne académie, qu'est-ce qui apparaît en rouge ? C'est vous êtes hors secteur. Ça, on va y revenir après avec Leïla Frouillou. Mais juste avant, je voulais avoir le point de vue de... On va revenir sur la bonne académie avec de Valérie Philippot. Retour dans la salle des profs. Tout à fait. Dans la salle des profs. Et à la salle de classe. Je ne suis pas prof principale, moi, cette année. Mais est-ce que vous avez... J'étais une spécialiste d'APB, mais pas de Parcoursup pour l'instant. Est-ce que vous avez des interrogations des jeunes gens? Est-ce que... les élèves, pas encore. En fait, là, ils découvrent, tout est nouveau pour eux, pour Parce nous. qu'ils sont un peu les cobayes, quand même, cette année. Vous avez des élèves de terminale, là ? Oui, j'en ai. Donc, ils doivent remplir Parcoursup, là. Ils sont en train de faire leur vœu. Vous discutez avec eux, ils vous posent des questions ? Moi, pas moi, parce que je ne suis pas leur prof principal. Enfin, encore qu'avec quelques-uns, on peut discuter. Mais ils posent des questions. Ils sont, nous, au lycée, ils étaient 150. Bon, on est un lycée de 1000 quand même. A tenté de bloquer le lycée la semaine dernière. Donc, il y a des inquiétudes. Mais en même temps, eux, comme leur famille, d'ailleurs, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps pour les réunions parents-profs traditionnelles, et puis du coup, pour parler aussi d'orientation, pour l'instant, ils sont dans « on fait confiance », puisque tout le monde dit que c'est mieux, que ça va éviter le tirage au sort. Donc voilà, ils sont en train de se dire effectivement... comment on fait un CV. Alors pour certains, en même temps, qui visent des filières déjà sélectives, la procédure du CV, ils la connaissent déjà, quoi. Mais je ne suis pas sûre qu'ils aient encore bien mesuré que potentiellement, CV partout, toutes les choses, les fiches à venir qu'on va devoir, avec des critères pas possibles. La fiche à venir, c'est... Ça double le bulletin scolaire. Donc déjà, il y a tous les bulletins de première et de terminale qui remontent dans Parcoursup. Et puis donc, pour préparer le conseil de classe du deuxième trimestre, nous, on va devoir remplir une fiche pour chaque vœu. Alors, on ne sait pas si c'est une fiche à venir pour tous les vœux ou une fiche à venir pour chaque vœu. Et nous, dans notre stratégie de qu'est-ce qu'on va décider de mettre en place là pour le deuxième trimestre, ça serait important de le savoir. Donc, en tout cas, pour chaque élève, il faut qu'on remplisse 4 critères. Donc, on va dire de très satisfaisant, moyen satisfaisant, jusqu'à peu démontré. Donc, sur les méthodes de travail, sur l'autonomie, moi, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, c'est le genre de choses qu'on écrit déjà dans les appréciations de bulletins. Mais par ailleurs, est-ce que ça vous met beaucoup de pression sur les épaules ? Le meilleur, elle vient après. Pardon. La capacité à s'investir dans le travail. Donc là, on ne dit pas cet élève-là, au deuxième trimestre, il a eu un coup de mou. Enfin, on ne met pas ça sur les bulletins. Mais enfin, voilà. Non, là, c'est la capacité à s'investir dans le travail. C'est quand même pas tout à fait pareil. C'est une espèce de jugement un peu définitif. Et surtout, donc, les fameux engagements personnels. Donc, est-ce que l'élève, il a fait du piano, comme vous disiez tout à l'heure ? Voilà. Est-ce qu'il va à l'étranger ? Est-ce qu'il a fait des stages linguistiques ? Est-ce qu'il appartient au CVL ? Conseil de vie lycéenne, enfin ce genre de choses, quoi. Donc en fait, on met nous-mêmes nos propres élèves en concurrence les uns avec les autres, parce que tout ça, bien sûr, c'est amené après à être examiné par les facultés qui doivent classer toutes les demandes, puisqu'ils n'ont pas assez de place pour toutes les demandes. Réagir, Sylvie Plane. Oui,
sur la question de la concurrence des élèves les uns avec les autres. Alors, dans les modifications, là, je reviens sur un point qu'on a un petit peu abordé, les modifications concernant l'examen lui-même du baccalauréat. Je crois que des professeurs sont inquiets à propos de la part du contrôle continu. Moi, je suis un petit peu moins sur disons la qualité du jugement des professeurs. C'est-à-dire quand on regarde le jugement qui est porté par les notes et qu'on le confronte au résultat du baccalauréat, globalement, on s'aperçoit que le jugement est tout à fait pertinent. C'est-à-dire lorsque il a été mis doit faire ses preuves, l'élève va se retrouver effectivement au second tour lorsqu'il y a très favorable et ça. Mais ce qui se passe, c'est ce que vous avez évoqué, c'est qu'à partir du moment où le contrôle continu est affirmé comme quelque chose d'important, il y a dans l'évaluation terminale, il y a une sorte de rupture de confiance qu'on a avec les élèves. Pour avoir été longtemps professeur de collège et surtout de lycée, je sais que quand on a une classe, on est un peu comme un coach, c'est-à-dire qu'on veut que ces élèves gagnent le bac et même si on leur met à certains moments des notes qui ne sont pas bonnes ou que l'on présuppose qu'un certain nombre d'élèves auront du mal, on se donne quand même comme objectif de les faire réussir. Mais on est content que ce soit une autre instance qui prenne la décision, qui est l'instance de l'examen. Là, le contrôle continu va vous rendre comptable. Alors, actuellement, le contrôle continu joue déjà son rôle, mais ça sera affirmé. Et il y a un point sur lequel j'ai vu très peu de commentaires, et je crois que c'est intéressant à savoir, c'est la suppression des épreuves du second groupe, ce qu'on appelle le rattrapage. Alors, il est dit qu'on va examiner le bulletin scolaire. Alors, actuellement, des élèves qui ont 8 aux épreuves, 8 sur 20, une moyenne de 8 sur 20 à l'ensemble des épreuves du premier groupe, sont autorisés à passer les épreuves de rattrapage et on examine leur bulletin scolaire à l'issue des épreuves de rattrapage et on relève éventuellement les notes, mais on les relève quand ils ont atteint 9,8, on relève de 2 dixièmes. Là, des élèves qui seront arrivés à 8, on va examiner leur bulletin scolaire, mais on ne relèvera pas de 2 points. Donc, cette frange-là d'élèves, qui est quand même un nombre relativement important, ne passera pas la barre. Or, actuellement, ceux qui passent le second tour, il y a quand même 68% de ces élèves qui arrivent normalement à faire leurs preuves, c'est l'expression qui est employée dans les bulletins scolaires, et qui obtiennent le baccalauréat. Léla Frouillou, je pensais tout à l'heure, en revenant sur cette question, donc les parcours, les stratégies, donc en clair, la façon dont les milieux sociaux peuvent peser, on est plus armé économiquement, socialement, culturellement, par rapport à l'idéal de l'école pour tous, qui est fait pour aider tout le monde, et notamment ceux qui ont le moins. C'est ça, normalement, l'idéal de l'école républicaine. Mais est-ce que, je fais l'avocat du diable un peu, est-ce qu'on ne fait pas, alors qu'on n'en est qu'à présenter, est-ce qu'on ne fait pas un peu un procès d'intention? Après tout, les stratégies ont toujours existé. À un moment, c'était de faire du latin, du grec, puis après, on va faire de l'allemand. Puis les maths sont venus, le russe, etc. Le choix des langues comme des arbitrages. Évidemment, le choix sur la carte scolaire de la contourner, être dans tel établissement, etc. Enfin, il y a toujours eu ces stratégies et il y a toujours eu ce débat sur ce que vous avez appelé, au fond, comment transformer des inégalités sociales en légitimité par le diplôme, ce qui va avec le fait qu'il y a les classes préparatoires, qu'il y a les grandes écoles en France, et tous ceux qui inventent ça sont eux-mêmes issus de cette vision très sélective. Donc est-ce que, encore, ma question est un peu longue, mais je veux dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un procès d'intention par rapport à une réforme qui est peut-être d'ombre et de lumière? Oui, non. L'argument politique qu'on a souvent en mobilisation en ce moment, c'est oui, il y avait déjà des inégalités dans l'enseignement supérieur, donc au moins là, ce sera moins hypocrite puisqu'il y aura vraiment des inégalités assumées. Je pense qu'on peut quand même...
pas mal de collègues qui ne sont pas forcément défavorables des enseignants-chercheurs à la sélection, hein, donc disons-le aussi clairement. Et en fait, d'avoir des publics plus homogènes. Mais qui fantasment un petit peu le fait de pouvoir recruter les publics à qui s'adresser en première année de licence. Voilà, puis parfois avec aussi des enjeux de moyens qui sont confrontés parfois à des situations compliquées en première année. Voilà. Il y a aussi beaucoup de collègues qui parlent de cet enjeu de sélection ou qui tentent de produire cette sélection, je pense, je sais pas, aux présidences universitaires et qui n'enseignent pas forcément en L1. Donc, il faut aussi un peu positionner les gens en fonction de leur discours. Oui, enfin bref. En tout cas, l'argument, c'est qu'il y a déjà des inégalités, donc allons-y franchement. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fond politique. Voilà. Je serais plutôt pour qu'on choisisse de combattre ces inégalités qui existent et dont on prouve qu'elles s'accentuent en fait. Donc, et en plus, on propose des choses pour les combattre justement. Moi, j'avais quand même 3 petites réactions de choses qui me semblaient importantes à dire. C'est qu'on parle un petit peu de calendrier, on dit dans 7 mois, voilà, les élèves vont devoir faire des choix. Il faut savoir que là, se mettent en place des réformes, notamment Parcoursup, mais ça va être pareil a priori pour cette réforme du bac et du lycée, qui ne sont pas encore votées, qui vont passer en procédure accélérée, mais c'est même pas encore le cas. C'est-à-dire que la procédure accélérée n'est même pas finie et on est déjà en train de les mettre en place dans nos établissements. Qui ne sont pas débattues à l'Assemblée nationale, qui sont pas, c'est ça que vous voulez dire, alors, ou votées si, elles sont débattues, elles ont été débattues. Voilà, c'est passé en première lecture à l'Assemblée nationale en décembre. Ça va passer théoriquement aujourd'hui ou demain, voilà, au Sénat et demain au Sénat. Ensuite, ça la va passer en commission mixte paritaire et revenir à l'Assemblée nationale. Vous voulez dire que le processus est engagé alors que le processus de validation, de concertation n'est pas terminé. On a déhiérarchisé les vœux, on met en place de la sélection et des critères. En fait, la sélection qu'on nous demande de mettre en place à l'université, elle est illégale aujourd'hui. Donc en tant que fonctionnaire, on nous demande de mettre en place des choses qui sont illégales. C'est très grave. Enfin, il faut le dire quand même aux gens. Et donc on fait ça n'importe comment. Vous voulez dire, il n'y a pas la loi. La loi n'est pas votée. Et en plus, on fait ça de manière un petit peu problématique, à mon sens, en termes de démocratie. Voilà. Puisque, par exemple, on vote des choses dans des UFR, des attendus notamment, dont on a parlé, ou le fait de ne pas mettre d'attendus, et finalement, se retrouve sur Parcoursup des attendus qu'on n'a jamais décidés dans certaines formations. Donc on se demande un petit peu comment ils ont été produits. Donc c'est une réforme autoritaire, vous voulez dire? Oui, je pense qu'on peut vraiment dire ça. Et par ailleurs, on pourrait aussi discuter de la façon dont sont passées les concertations ou celle qui va s'annoncer pour le bac. Enfin, j'y vais franchement, mais il faut dire aussi aux gens la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que ce sont des réformes d'ampleur qui consistent à affirmer une néolibéralisation de l'éducation. On construit un marché de l'éducation en commençant par construire un marché de l'enseignement supérieur qui, par capillarité, va mettre en concurrence et en compétition et les élèves et les établissements du secondaire, mais aussi du primaire, parce que tout ça se percole en fait dans le système d'enseignement. Et on fait ça en disant qu'on fait des concertations. On se retrouve à 50 en réunion, on n'a pas le temps de discuter, on n'est pas forcément entendu. Enfin, moi, j'ai vécu assez mal cette concertation de septembre dernier. On pourra en discuter assez longtemps. Voilà, je pense que ça va être pareil. Discuter de la réforme du lycée et du baccalauréat en 3 semaines, ça me semble, complètement hallucinant. Et donc, il faut dire ça aux gens aussi. Par ailleurs, on fait passer cette pilule de l'urgence avec un vocabulaire très rassurant, très aseptisé. On parle d'orientation, de parcours, d'accompagnement. Et en fait, il faut dire aux gens que ça n'est pas ce qui va se passer. Oui, parce que personne peut s'opposer à une meilleure orientation, un meilleur accompagnement. Mais tous les enseignants sont d'accord avec ça. Et par ailleurs, l'inconnu qui demeure sur Parcoursup, c'est cette question des vœux hors académie. Donc les élèves se sont connectés à Parcoursup, font des demandes hors de filières, hors de leur académie. Il y a un message qui s'affiche sur l'écran qui leur dit attention, vous concourez, vous postulez hors secteur. Oui. Donc ça, techniquement, le ministère, on ne peut pas bouger d'académie. Ah, au contraire. Si, on peut. Mais dans le contraire aussi, on pouvait théoriquement. La question, c'est la question de la priorité académique. Jusqu'ici, et même avec la modification de la loi, si la loi est adoptée, ce qui n'est pas encore le cas, persiste quand même le fait que le recteur, l'autorité académique, est obligé de vous trouver une place dans l'enseignement supérieur si vous êtes bachelier. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, c'est le droit à la poursuite d'études. Donc c'est même en raison de ça que le ministère dit c'est pas du tout de la sélection, il y a un droit à l'enseignement puisqu'on va forcer, on va permettre des inscriptions. Alors on ne dit pas dans quelle filière, ni dans quelles conditions, ni à quel moment de l'année ça va arriver en octobre ou je ne sais pas quand, ni à quel endroit de France non plus. Voilà, mais voilà, c'est l'argument du gouvernement pour dire il n'y a pas de sélection puisqu'on aura, si on le demande, puisqu'il faut aussi potentiellement faire un recours, on pourrait être inscrit dans son académie. Le problème
problème, c'est que du coup, les autorités académiques sont dans une situation compliquée, notamment par exemple en Ile-de-France, qui est moi mon terrain de recherche, où on a des situations de tension très fortes, voilà, où il y a en fait des capacités d'accueil qui sont saturées, parce que le vrai problème, c'est qu'on n'ouvre pas les places pour accueillir les gens qui sont, enfin les bacheliers, qui sont en forte croissance démographique. Là, il y a 22 000 places qui vont être ouvertes, d'après toujours le ministère, mais il y a 28 000 élèves en moyenne. Et ça arrive à un moment où on est déjà en phase de saturation, où nous TD déborde à l'université, enfin voilà, bon, on est au... Et on déborde dans les lycées aussi, par ailleurs. Et on déborde dans les lycées, oui, parce que, bon, par ailleurs, on a un instrument statistique assez solide en France, et donc on savait qu'il y avait une croissance démographique, on n'a juste pas investi dans les établissements. À cause du baby-boom de l'an 2000. Tout à fait, donc on compte les naissances, donc on sait que 17 ans après, les gens arrivent au lycée, à l'université, etc. On n'ouvre pas les places, donc la solution qu'on offre politiquement à cette tension, à cette saturation, c'est la sélection. Et cette sélection va en effet avoir une dimension qui est géographique, puisqu'on va demander aux autorités académiques de continuer à inscrire les gens de leur académie. Donc les gens de leur académie, c'est ceux qui passent le bac de l'académie. D'où le message, c'est pas votre secteur. D'où le message, c'est pas votre secteur. Puisque évidemment, si tout le monde commence à faire des vœux n'importe où, ça va être un petit peu compliqué d'affecter les gens. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, les autorités académiques, jusqu'ici dans l'admission post-bac, on était prioritaire dans son académie. Donc concrètement, si on n'était pas parisien et qu'on candidatait en droit, on n'avait aucune chance d'entrer en droit à Paris quand il y avait un taux de pression, comme on nous l'a annoncé tout à l'heure, avec beaucoup de demandes, très peu de place. Aujourd'hui, on va vous proposer de faire le vœu en vous affichant hors secteur, et le recteur, l'autorité académique, va fixer un quota de mobilité extra-académique, c'est ce qui est marqué dans la loi, un quota qui sera variable en fonction des filières, des académies, des établissements. Donc, voilà. Voilà, et du nombre de demandes, mais qui du coup sera actualisé tous les ans. Ça veut dire qu'un candidat n'aura aucune chance d'évaluer sa probabilité d'accéder à une filière, puisqu'elle sera complètement variable en fonction d'attractivité. C'est-à-dire, je te coupe 2 secondes, avec APB, il y avait moyen d'avoir des stratégies. Là, je ne sais pas comment, là, vous un élève tâtonnez, lambda va pouvoir faire. Enfin, tout le monde tâtonne un petit peu. Tout le monde, oui, tout le monde tâtonne. Il y a beaucoup d'inconnus. En tout cas, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont un très bon dossier scolaire s'en sortiront, évidemment, puisque c'est pour eux qu'est constituée la réforme. Il y a toute une frange de la population qui va être, qui va contribuer à financer des entreprises de coaching ou de l'enseignement supérieur privé qui sont des classes moyennes ou des classes populaires avec un tout petit peu de capital économique. Voilà, par exemple, on a vu des plateformes sortir là récemment. Trouve ton avenir. Trouve ton avenir, voilà. Rédige ton CV pour aider à faire Parcoursup. Non, mais c'est des coachs ça privés. coûte 560 € pour 2 entretiens et une aide à la constitution d'une liste de vœux, ce qui devrait être un service public, ce que font d'ailleurs les collègues, enfin. Voilà. Et donc là, on fait payer les gens 600 € pour ça. Et donc, il y aura des gens qui n'auront pas accès à ça et qui vont, eux, se trouver très démunis. Et qui auront intérêt à être très stratèges dans leurs 10 vœux, puisqu'en plus, on limite le nombre de vœux. Donc, on a intérêt à être encore plus stratège. Est-ce que, sur la question de la légalité, là, je pose la question à la syndicaliste, je pose à... mais est-ce que la question que vous avez posée, on met en place tout un dispositif alors que le processus de concertation, de validation et législatif n'est pas achevé. Est-ce qu'il y a des possibilités de recours ? Est-ce que dans les batailles il y a des recours qui sont déposés ? Oui, il y a des recours déposés par des sénateurs. Bon, après, voilà. Après, c'est compliqué. Voilà. Donc, concrètement... De toute façon, en attendant, il faut bien que les choses se fassent. Donc, voilà. Oui, parce que vous avez la pression aussi des parents qui doivent parce que nous, très concrètement, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? On remplit ces fiches à venir, on ne les remplit pas, on met très satisfaisant à tous nos élèves, on ne le fait pas, etc. Et on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on se dit, si on ne remplit pas les fiches à venir, nos élèves, potentiellement, peut-être que même leur inscription ne sera pas validée. Mais si on les remplit, et si c'est la même, la même fiche à venir pour tous les vœux, ça veut dire qu'on met très satisfaisant à tout le monde, y compris pour les vœux sélectifs. Donc un élève que jamais de notre vie on aurait imaginé aller voir, par exemple, dans une prépa, à supposer qu'il y postule. Là, tout d'un coup, on est très satisfaisant, donc on est plus crédible. Enfin, c'est Vous parliez d'un blocage dans votre établissement. Est-ce qu'il y a de la mobilisation autour de ça, puisque Faiza a été sur le terrain quand il y a eu la mobilisation. Elle a vu qu'il n'y avait pas grand monde. Donc, est-ce que ça prend ? C'est le début. Il y a un manque d'information. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que c'est le manque d'information, non, justement ? Je crois pas. Enfin, non, d'abord, c'est très compliqué de comprendre, de s'y retrouver. Là, nous, ça fait, vous aussi, je pense que ça doit faire 15 jours, 3 semaines, 1 mois, peut-être qu'on... Enfin, en tout cas, moi, que j'ai commencé à me dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Donc, il faut lire, il faut essayer de comprendre. C'est pas facile. Tous les profs le font pas, les parents encore moins. Enfin, ils ont autre chose à faire. Les élèves aussi. Donc, là, je pense qu'il y a des gens qui nous ont écoutés, qui n'ont rien compris à ce qu'on a fait. Ben non, parce que c'est bourré de signes.
sigles, enfin tout est dans tout et inversement. Vous avez été assez clair, hein, et donc en plus Enfin, on peut revoir en replay. C'est ça, oui. Et avec les papiers, de... ouais. On va mettre des sous-titres et des explications. Enfin bon, donc c'est compliqué. Et puis bon, les élèves, ils ont le bac qui se prépare, ils sont surtout là-dedans, donc oui, pour l'instant, voilà, ça se mobilise pas énormément, mais enfin ça se mobilise quand même. Oui, un peu. Christine Jarry. Et puis c'est que le début. Oui, je dirais là, les familles et les élèves, pour eux, c'est quand même, au moins ceux qui lisent un petit peu, qui se tiennent au courant, c'est extrêmement anxiogène parce qu'on a passé tout l'été avec APB, le scandale APB, etc., qui a été complètement instrumentalisé. Parce que moi, je voudrais revenir... Tombé en rade, les gens ne se trouvaient pas où ils étaient, tout alors, ça. Voilà. On sait, hein, c'est M. Querette, le fondateur le maître d'œuvre d'APB, qui annonce 800 000 candidats pour 650 000 places pour APB 2017. Donc forcément, ça allait coincer. La question, c'était pas l'outil, c'était la politique au service de l'outil, et en particulier l'absence de places en nombre suffisant dans le supérieur, et en particulier à l'université, qui effectivement il y a des élèves qui n'ont pas eu de place parce que tirage au sort. Effectivement. Néanmoins, la question, c'est autre chose. Voilà, cet événement a été extrêmement utilisé instrumentalisé pour aboutir à la consultation. À la réforme, parce que puis, il y avait, en septembre, il y avait encore 3600 élèves qui étaient sans affectation. Et il y en a eu qui n'ont pas eu d'affectation. Donc, qui ont dû se contenter d'attendre et de filières pas forcément voulues. Est-ce qu'à votre... Certains d'attendre qui n'ont rien eu. Oui. Mais certains se sont retrouvés aussi dans des filières qui n'étaient pas leur premier, second choix. Oui. Mais par ailleurs, est-ce que cette année, il y a des risques que ça se reproduise malgré tout? Alors là... parce qu'il y a un comité d'éthique qui a été mis en place ce matin par la ministre de l'Enseignement supérieur pour veiller justement à éviter les cafouillages. Donc, c'est 6 personnalités qui vont gérer cela sans par ailleurs, s'occuper des recours individuels. Est-ce que c'est un risque Mais là, l'inquiétude, c'est que ça ne soit pas réglé? Pardon. L'inquiétude, c'est que là, avec le choix qui a été fait de mettre tous les vœux au même niveau, alors pourquoi pas, hein, parce que... Voilà, il n'y a plus de hiérarchie entre les vœux. Enfin, néanmoins, jusqu'à présent, APB, les élèves avaient jusqu'au 31 mai pour organiser l'ordre des vœux. Donc ça permettait quand même un temps de réflexion après la fin 20 mars. Là, c'est 13 mars. Là, c'est 13 mars et c'est tout. En plus, il faut noter néanmoins des préférences. Donc, dernier mot, parce qu'on va passer à... Et donc, je voulais dire, les réponses au fil de l'eau, ça risque d'être très long, vu le système qui a été choisi, très long, très angoissant, et ça veut dire qu'aussitôt, au cœur de l'été, les élèves vont devoir surveiller leur téléphone, leurs professeurs principaux aussi, bien sûr, puisqu'ils vont devoir les accompagner jusqu'au bout. On est effectivement assez inquiets. Voilà. Dernier mot, si vous vouliez rajouter quelque chose. Je pense qu'on peut être à peu près sûr qu'il va y avoir une explosion des listes d'attente. C'est ce qu'ont anticipé à peu près tous les gens qui connaissent et le système antérieur et ce qu'on nous propose cette année. Je tiens à dire que la non-hiérarchisation des vœux, c'est pas si peu grave qu'il n'y paraît, c'est pas que technique. Ça fait fonctionner l'entrée dans le supérieur comme le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves d'être des auto-entrepreneurs d'eux-mêmes, qui candidatent et qui essayent de se faire recruter par des formations, comme s'ils étaient en train d'essayer de trouver un emploi. Et donc, c'est quand même un problème sur qu'est-ce qu'on fait de l'éducation. Est-ce qu'on pense l'éducation comme un bien, comme quelque chose à... Le lycée, maintenant, ça donc, va être ça. ça pose quand même un problème. Lycée, en tout cas, il faut dire aux gens que c'est sur ce modèle-là de placement individuel, d'auto-entreprise de soi-même, qu'on est en train de mettre toute l'éducation, et ça, à partir du collège. Voilà. Le lycée, ça va être, vous disiez ? Le lycée Mathieu, pour l'instant, hein, on ne va pas dire Blanquer, ça va être ça. Ça va être on va préparer les élèves dès la seconde à rentrer dans le grand marché de l'éducation supérieure. Et puis on formera plus de citoyens, plus de futurs papas, futures mamans, plus rien de tout ça, quoi. Enfin, ou très peu. Voilà. Vous parlez d'un ton résigné, comme si c'était... Non, enfin... je ne sais pas, non, on va dire que non. Un dernier mot alors. C'est une question.
je cherche toujours la réponse, c'est comment ce projet, que ce soit le lycée qui demande aux élèves de se déterminer dès le deuxième semestre de seconde, comment cette rigidification des parcours peut peut réduire les inégalités sociales. Et sur la question de l'orientation, le choix a été fait de confier l'orientation aux enseignants qui peuvent effectivement accompagner, susciter la motivation, mais les psychologues de l'éducation nationale, qui sont là, qui ont dans leur mission la lutte contre les inégalités, on a été complètement squeezés, et là on est sur une marchandisation à outrance de l'orientation, du marché de l'orientation. Bon. Vous vouliez ajouter un petit mot encore ? Non, je voulais dire que c'est vrai qu'il fallait repenser le lycée. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'il y avait deux tendances, c'est-à-dire se conformer, disons, à l'université ou penser la culture commune. Il y a un choix mixte qui a été fait avec quand même l'idée qu'on allait plutôt introduire du modèle universitaire à l'intérieur du lycée. Je pense que la réforme est indispensable et infaisable. Donc, bon, débat à suivre. On va suivre tout ce qui se passe. Bon, on va céder la place.